France Inter. Radio Star Berlin. It's morning edition from NPR News. France Inter, le 18-20, Fabienne Synthès. Un jour dans le monde, c'est un jour en Nouvelle-Calédonie ce soir. On est ici, c'est pour faire montrer notre mécontentement envers le dégel du corps électoral, car ils vont faire entrer 25 000 personnes dans le corps électoral. Et c'est pour ça en fait qu'on lutte, c'est parce que c'est un manque de respect envers nos vieux. On est obligé de barrer, c'est comme ça, c'est la suite de l'histoire. Un jeune manifestant sur un barrage, on est dans la banlieue de Nouméa, au micro de Nouvelle-Calédonie. La première, bonsoir Benoît Trépied. Bonsoir. Merci d'être avec nous, vous êtes anthropologue, vous êtes chargé de recherche au CNRS, spécialiste de la Nouvelle-Calédonie. On rejoindra Frédéric Mettezo aussi dans un tout petit instant. Je voudrais qu'on essaye de la regarder de haut, cette Nouvelle-Calédonie, à la fois dans sa position géographique et stratégique, mais d'abord quand même, sur ces événements-là, Benoît Trépied, est-ce que le spécialiste que vous êtes a vu venir ce qui se passe là depuis 2 jours? Des alertes sur la réforme du corps électoral, il y en a eu. Vous avez vu venir ça? Oui, et je suis pas le seul, puisqu'en fait, en réalité, depuis le pataquès du 3e référendum de 2021, qui a été organisé par l'État sans l'assentiment des indépendantistes, on a tous vu que finalement, il y avait un jeu dangereux politique qui était mis en œuvre sur la Nouvelle-Calédonie, qui tranchait avec ce qui s'est passé depuis les accords de Matignon de 88, où il y avait un vrai consensus politique en France sur la gestion du dossier calédonien, que les gouvernements soient de droite ou de gauche, et on a vu qu'à partir de 2021, cette position de neutralité, d'impartialité de l'État n'a plus été suivie au plus haut sommet de l'État, qu'il y a eu une prise de position de plus en plus explicite du côté des loyalistes et tout le monde, et pas que moi, a dit la gestion du dossier calédonien requiert beaucoup plus de doigté, il faut éviter le passage en force, ça a été dit, redit, ça a même encore été dit de nombreuses fois à l'Assemblée nationale lors du vote de ces 2 derniers jours, ça n'a pas été pris en compte et la situation a explosé. Est-ce que vous avez vu monter la radicalité aussi, en fait, qui nous amène effectivement à des barrages, à des armes et à tout ça? Le fameux groupe qui s'appelle le CCAT, le Comité des actions de terrain, on dit il a été créé très récemment, on est fin 2023, on dit qu'il a gonflé ces derniers mois, réellement, qu'il a pris des adhérents. Est-ce que la radicalité aussi, on la voit monter? La Nouvelle-Calédonie a toujours été un terrain sensible, voire une poudrière. Ça date pas d'aujourd'hui, c'est aussi ancien que l'histoire coloniale de la Calédonie, qui est devenue française au milieu du 19e siècle. Après l'acmé des affrontements des années 80, il y a eu vraiment une volonté d'essayer d'apaiser et d'éteindre le feu. Si cette volonté a été suivie, c'est précisément parce que tout le monde savait que sur cette situation coloniale, d'une colonie qui peine à se décoloniser, sur laquelle il y a encore énormément de tensions à la fois sociales, raciales, ethniques, il suffisait d'une étincelle pour que ça prenne feu. C'est quelque chose qu'on dit depuis 30 ans à chaque fois qu'il y a des tensions et à chaque fois on parvient à faire marche arrière. Mais la radicalisation, en fait, je crois pas qu'il y ait eu une radicalisation soudaine. En réalité, c'est une actualisation de tensions qui se sont propagées depuis longtemps et qui demandaient qu'à se réveiller à la moindre occasion. Mais on dit là, et vous allez me dire si c'est un argument des loyalistes en fait ou si c'est réel, on dit que la jeune génération notamment a dépassé la génération traditionnelle, si je puis dire comme ça, des indépendantistes et qui sont même débordés. Est-ce qu'on peut le dire comme ça ou pas? Je pense que c'est compliqué à affirmer. Ce qui est certain, c'est que le souvenir de la lutte des années 70-80, elle a été transmise de génération en génération. J'allais vous demander en fait comment cette jeunesse-là les voyait, ceux des années 80, et voyait aussi d'ailleurs les accords de Matignon, les accords de Nouméa. Comment ils les regardent? Le jeune homme qu'on a entendu tout à l'heure, il dit on est là, c'est normal, c'est le sens de l'histoire. Qu'est-ce que ça veut dire le sens de l'histoire pour cette génération-là? Ça veut dire que la lutte pour la décolonisation ne s'arrête pas et ne s'est jamais arrêtée. Elle a pris une forme extrêmement radicale et qui a débouché sur des violences dans les années 80. Il y avait une voie de lutte. Ce que les Kanaks n'ont jamais cessé de dire, c'est la lutte continue. Et ils l'ont dit ça tout au long des années 90, 2000, 2010, encore jusqu'à récemment. La lutte continue. Sauf que cette lutte, elle a pu se déployer pendant 30 ans sur d'autres plans. Sur le plan du développement économique, de la formation scolaire, etc. Mais c'est toujours ce concept de un peuple en lutte qui se bat pour sa souveraineté, pour la décolonisation. Et tout le pari des accords de Nouméa, c'était de construire cette décolonisation à travers une citoyenneté de la Calédonie qui, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, réunissait à la fois le peuple colonisé et puis les anciens colons qui font partie de ce pays. Et cette citoyenneté calédonienne, qui était le joyau de l'accord de Nouméa,
elle reposait sur un corps électoral restreint. C'est pour ça que toucher au corps électoral, c'est déterrer la hache de guerre, parce que c'est le point névralgique du compromis politique et de la construction de la citoyenneté. Est-ce que ça veut dire, et j'ai bien compris ce que vous nous disiez, Benoît Trépied, que là, on est arrivé effectivement à un point où l'apaisement politique, à court terme, semble compliqué? Je ne sais vraiment pas ce qui va se passer. En réalité, là, la plupart des partis politiques maintenant sont en train, enfin tous d'ailleurs, ont appelé au calme. Oui. Et je pense que au sein de tous les leaders des partis politiques, qu'ils soient loyalistes ou indépendantistes, il y a la volonté que la guerre civile ne reprenne pas. Ça, c'est clairement affirmé, c'est dit. Est-ce que ces mots d'ordre vont être entendus de part et d'autre, parce que d'une part, il y a eu des violences, des dégradations sur les biens commis par effectivement ce qui apparaît des jeunes Kanaks de la région de Nouméa. D'autre part, il y a eu des groupes d'autodéfense des quartiers plus huppés et plus blancs qui se sont constitués, qui sont également armés. Il y a eu des échanges de tirs, etc. Donc de part et d'autre, il y a un appel au calme. Est-ce que tout ça va permettre de calmer la situation? Est-ce que l'état d'urgence va le permettre ou au contraire aggraver la situation? On n'en a pas la moindre idée. On peut constater qu'il y a vraiment un appel général des partis politiques locaux à calmer le jeu. Après, Benoît Trépied, nous, d'ici à 17 000 km, à la fin, on se pose toujours la même question. C'est vrai qu'il y a du nickel en Nouvelle-Calédonie, 4e production mondiale. Mais est-ce que c'est pour ça qu'on reste, ou est-ce que c'est pour ce que ça rapporterait à d'autres si nous partions? C'est quoi la raison, en fait? Je pense qu'il y a deux raisons principales qui expliquent que la Calédonie fait toujours partie de l'ensemble français. La première, qui est une logique démocratique, qui est que malgré ou dans le contexte du corps électoral même restreint, il y a une courte majorité en faveur du maintien pour la République dans la France. En tout cas, ça a été le résultat des premiers et deuxièmes référendums. C'est le 3e référendum qui était celui qui allait compter de façon fatidique, qui aurait pu permettre d'avoir une vision globale et précise et qui a été court-circuité pour les raisons dont on a parlé. Donc ça, c'est la première des raisons, et c'est pour ça que toucher au corps électoral, dans un sens ou dans un autre, modifie les équilibres et peut mettre le feu. La deuxième raison, c'est ce qui a été énoncé tout à fait clairement par le président Macron, c'est sa nouvelle stratégie Indo-Pacifique qui consiste à penser la France comme une puissance dans le Pacifique face à la Chine, dans le rapport aux États-Unis, à l'Australie, etc. Et ça, c'est finalement, quand on connaît un peu, quand on a une sorte de profondeur historique, penser les intérêts de la Nouvelle-Calédonie à l'aune de l'Hexagone, c'est une posture impérialiste. C'est une logique qui n'était pas celle de la décolonisation mise en œuvre depuis 30 ans, qui était une logique disant on pense à la Calédonie dans l'intérêt de la Calédonie, pas dans l'intérêt de la France. Je pense que cette logique de grandeur nationale et ce refoulé impérialiste qui revient plein pot en ce moment au sommet de l'État est la cause principale du fait que l'État a déraillé dans sa politique d'impartialité sur la Calédonie depuis 3 ans. Après, ce qui est impressionnant, c'est jusqu'à quel point d'autres pays regardent ce caillou qu'est la Nouvelle-Calédonie. C'est avec vous que je voudrais voir ça rapidement. Frédéric Mettezo, bonsoir. Oui, bonsoir. Parce que visiblement, des actions de déstabilisation vers la Nouvelle-Calédonie, alors pas seulement elle, mais vers la Nouvelle-Calédonie, il y en a eu, elles viennent de partout et surtout de ce pays qu'on a envie de juger presque improbable. Enfin, pourquoi est-ce que l'Azerbaïdjan, par exemple, vient nous chercher en Nouvelle-Calédonie ? L'Azerbaïdjan, vous savez, Fabienne, il est très fâché par les positions de la France relatives au conflit du Haut-Karabakh. La France a critiqué cette intervention de l'Azerbaïdjan. Donc, l'Azerbaïdjan réagit tous azimuts et donc lance des campagnes de communication, notamment sur les réseaux sociaux, qui visent à affaiblir la France. Donc, les Azéris, ils vont un peu appuyer là où ça fait mal. Et quel est l'un des dossiers qui fragilise le gouvernement français, qui fragilise l'État? Eh bien, ce sont les velléités d'indépendance. Et c'est pour ça que l'été dernier, l'Azerbaïdjan a créé ce qu'il appelle le groupe d'initiative de Bakou. C'est un office parapublic qui est là pour encourager tous les mouvements de décolonisation dans le monde, sauf que quand vous regardez les territoires concernés, c'est la Guyane, les Antilles, Mayotte et la Nouvelle-Calédonie. Ce groupe d'initiative de Bakou, il soutient le CCAT dont vous parliez. Il a fourni des t-shirts qu'on a vu dans les manifestations en Nouvelle-Calédonie. On a vu le drapeau azéri qui a été brandi dans les manifestations des indépendantistes à Nouméa. Et il y a même une élue du Congrès de Nouvelle-Calédonie
Nouvelle-Calédonie, qui s'est rendu au Parlement d'Azerbaïdjan et qui a signé un mémorandum avec le Parlement azéri. Frédéric, et rapidement, pardon, il y a l'Azerbaïdjan, il y a la Chine, il y a d'autres, il y a même la Russie qui est dans le jeu. Ben oui, la Russie, elle applique la même tactique, la tactique qu'elle a eue par exemple en Afrique de l'Ouest. Là où la France a des problèmes, là où il y a un foyer qui brûle, eh bien la Russie vient jeter de l'essence. Ça se voit avec par exemple des campagnes de communication. Et puis je vous parlais à l'instant des drapeaux azéris qu'on a vus à Nouméa. On a vu aussi des banderoles. Poutine vient nous aider. Poutine, soit le bienvenu en Kanaki. Merci beaucoup Frédéric Mettezo. Benoît Trépied, est-ce que ça veut dire que on sent ailleurs qu'on peut attaquer la France par la Nouvelle-Calédonie, en fait, que le maillon faible peut être celui-là et qu'on sait mettre le couteau dans la plaie? Écoutez, moi je connais pas du tout l'histoire et les stratégies diplomatiques. Ce dont je suis sûr, c'est que Azerbaïdjan ou pas, Poutine ou pas, il n'y avait pas besoin d'eux pour que la situation explose. Non, mais qu'ils savent mettre le doigt là où on sent qu'il y a une fragilité. C'est ça que ça veut dire, en fait. C'est pas eux qui mettent le feu, mais ils savent utiliser les fragilités. Oh bah, mais sans doute, ça fait partie du jeu diplomatique normal de tous les pays. Mais ce qu'il faut quand même bien voir, c'est que depuis 3 ans, l'enjeu, ça a été de comment sortir de l'accord de Nouméa en préservant cette citoyenneté locale, ce destin commun et ce choix de décolonisation. Donc en fait, le cœur, le nœud du problème n'est pas les ingérences étrangères, sans que je dis pas que ça joue pas après, qu'il y a des instrumentalisations de la cause calédonienne de part et d'autre. Mais le fond du dossier n'est pas là. Le fond du dossier, c'est que les Calédoniens, les Kanaks et les autres, et tous ceux qui veulent construire la Calédonie, une Calédonie décolonisée, en fait, eux, ce qu'ils veulent, c'est gérer leurs propres affaires, construire une souveraineté collective, renouer un nouveau lien de type décolonisé avec la France, et c'est ça qui est en cause fondamentalement dans la révolte. Donc ça veut dire que si on revient en arrière pour apaiser les choses, on revient après le deuxième référendum, en fait, et on recommence, si je puis dire. Est-ce qu'on doit en refaire, en fond? Est-ce qu'on en refait un dans de meilleures conditions? Est-ce que ça, c'est une forme d'apaisement de dire, on a compris que le troisième, ça s'était mal passé, on va refaire un troisième référendum? Est-ce que c'est l'une des clés? La clé, c'est de construire actuellement, et dans la situation actuelle, un nouvel accord politique global, un compromis politique qui permette de rassembler l'ensemble des forces politiques en Nouvelle-Calédonie. À l'intérieur de cet accord, il y a forcément une discussion sur le corps électoral, c'est-à-dire sur les modalités d'accession à cette citoyenneté calédonienne. Ça peut pas rester figé ad vitam aeternam. Et il y a aussi, et indissociablement, forcément une réflexion à faire sur comment va s'exprimer le droit à l'autodétermination du peuple kanak qui est garanti par l'ONU. Et c'est même ce que reconnaît la France, puisque la Calédonie, elle est sur la liste des pays à décoloniser de l'ONU, pas de l'Azerbaïdjan ni autre, de l'ONU. Donc, il faut un nouvel accord. C'était ce qui était en cours. Et en fait, ce qui a mis le feu aux poudres, c'est de sortir précisément la question du corps électoral de l'accord global et de la faire en préalable, voter à Paris et non pas de la renégocier à l'intérieur du contexte calédonien par tous les partis en présence. Elle n'est pas finie cette histoire, Benoît Trépied. Merci beaucoup. Merci aussi à Frédéric Mettezo. Son enquête sur les ingérences étrangères, pas seulement en Nouvelle-Calédonie, elle est en ligne sur franceinter.fr. Merci beaucoup. Le 18-20, Fabienne Synthèse sur France Inter. La suite ce soir, ça se passe au Liban, dans les locaux et avec les journalistes de L'Orient le Jour, le journal qui fête ses 100 ans. C'est un pilier dont le Liban ne doit pas se passer. Pour aller ensemble jusqu'à 19h, Kevin Dufresne sous les radars. Au Royaume-Uni, une nouvelle loi pour le bien-être animal finit les exportations de bétail vivant. Le Monde à 18h50, c'est vous Franck Madvon. Bonsoir Franck. Salut Fabienne, bonsoir à tous. On verra qu'Israël se met de plus en plus en difficulté en refusant de discuter de l'après-guerre à Gaza. Et le cinéma en VO est à Cannes avec Corinne Pellissier qui nous parlera d'un film qui nous vient de Taïwan, en lice pour la Caméra d'Or. Allez, le tour de la planète n'est pas fini, il fait escale en Irlande avec le retour d'un nouvel album de Fontaine DC. Starbuster, c'est le premier extrait et c'est dans la playlist de France Inter. I wanna see you alone.
business if it's momentary. I wanna talk with a gag if it's a bottle or bag. I wanna strike with the sack, I need the fence from it. I want a shot in the dark, I wanna make the mac. I wanna live the yak, I call the ends on it. I wanna take the truth without a lens on it. My God-given insanity, it depends on it. How I feel, how I feel, how I feel. I wanna kill all the hand and then I turned up challenger. I wanna keep all of your charm in a canister. Do you inspire like the same bit Salinger? I'm the pig on the Chinese calendar. I got a shallow like a Philadelphia caliber. I wanna move like a new salamander. I never carry on, who's a real scavenger. It's my tyranny keeping me from me. Hit me for the day, for the light that you suffer to come by. Take to my sky, never wanting, only wonder. I'm gonna hit your business if it's momentary business. I'm gonna hit your business if it's momentary business. I'm gonna hit your business if it's momentary business. I'm gonna hit your business if it's momentary business. Les cigarettes, non, c'est des Libanaises. Claire, s'il te plaît. Nous sommes à Beyrouth dans le reportage d'Un jour dans le monde, dans les locaux du quotidien L'Orient le jour, le journal libanais francophone qui fête ses 100 ans cette année. Un anniversaire qui coïncide avec la création de l'État du Grand Liban, c'était en 1924, 100 ans d'histoire d'un journal qui raconte aussi bien sûr l'histoire d'un pays où succèdent, vous le savez, les crises, les conflits jusqu'à aujourd'hui avec le Hezbollah libanais qui est en guerre contre Israël aux côtés du Hamas. 100 ans de journalisme indépendant, engagé dans une région où la liberté de la presse est toujours menacée. Le reste, c'est Noé Pignette qui raconte. Ça mérite une manchette. Dans la salle de la conférence de rédaction, les chefs de service de L'Orient le jour discutent des sujets de l'édition du lendemain. Bon, alors on commence. Au programme, comme depuis 8 mois, la guerre à Gaza et au sud du Liban. On va mettre le papier sur la trêve, a priori. Sur le conflit actuel au Proche-Orient, le journal a une carte à jouer. Son co-rédacteur en chef, Anthony Samrani, le sait. Depuis le 7 octobre, le seul quotidien francophone indépendant du monde arabe se démarque par une ligne éditoriale singulière. Je pense qu'on a été l'un des rares journaux arabes à dire dès le 7 octobre, c'est un massacre, à le dénoncer et à dire que ça ne mènera nulle part. Et on a été l'un des très rares journaux francophones à dire dès le 7 octobre, la réponse israélienne va être terrible et le massacre ne peut pas justifier la réponse israélienne. Et cet équilibre d'humanité, cet équilibre d'essayer de se distinguer, d'essayer d'avoir une voix la plus sincère possible, je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qui fait le succès de la marque L'Orient le jour. Et ça marche, le site internet a doublé ses audiences avec 1,4 million de visiteurs mensuels. Et si son tirage papier diminue depuis des années, L'Orient le jour mise tout sur le numérique. La moitié de ses journalistes ont moins de 35 ans, un coup de jeune accueilli avec bienveillance par Aïssa Gorayev, le doyen. C'est le mot poli. Doyen, je suis le dinosaure du journal. J'en suis déjà à ma 59e année. Je me souviens qu'à mes débuts, on se faisait vraiment une grande fierté d'envoyer quelques centaines de numéros tous les jours par avion à Paris, à Athènes, à New York parfois. Aujourd'hui, avec le web, on a des lecteurs un peu partout dans le monde. Pendant la guerre civile libanaise entre 1975 et 1990, Aïssa Gorayev était rédacteur en chef. Nous avons été le témoin du pire. Mon prédécesseur était flingué au volant de sa voiture. Nous avons eu des photographes tués, des collaborateurs kidnappés. Donc je souhaite honnêtement que le Liban ne connaisse plus jamais la guerre. Et là, c'est un vœu pieux, alors qu'on parle là et que le feu est déjà dans la maison, du moins dans une partie de la maison, le Liban Sud. Caroline Hayek, grand reporter à L'Orient le jour. Le sud du pays où Caroline Hayek, lauréate du prestigieux prix Albert Londres, se rend régulièrement malgré les bombardements quotidiens entre le Hezbollah et Israël. En fait, on n'était pas préparé à gérer des terrains de guerre.
Et je pense que après 6-7 mois, là, on a le contre-coup. On ne se rendait pas compte de la violence en fait qu'on ingurgitait, que tous les journalistes ingurgitaient en allant sur le terrain. On a un rôle en tant que journaliste à l'heure le jour, d'observateur, de raconter tous les aspects de sa guerre, de parler du Hezbollah sans tomber dans la propagande, de critiquer l'ennemi israélien sans justement non plus tomber dans une propagande extrême. Enfin, ce qui reste le premier rôle du journaliste, en fait, c'est d'aller voir d'abord et ensuite d'analyser la situation. Une mission périlleuse. Depuis le début de la guerre, 3 journalistes libanais ont été tués par des frappes ciblées de l'armée israélienne. Noé Pignède pour le reportage. Merci beaucoup Noé. L'actualité internationale passée sous les radars, c'est Kevin Dufresne qui l'a vu pour vous. Et d'abord, nous sommes au Brésil avec un renoncement pour la bonne cause. Oui, celui de 2 hommes, Evaldo Becker et Pedro Tustenhagen. Ils vivent à Porto Alegre, la capitale de l'État du Rio Grande do Sul, touchée par de grosses inondations qui ont fait 150 morts et provoqué l'évacuation de plus de 600 000 personnes depuis 10 jours. Ces 2 hommes, ils sont rameurs de haut niveau. Ils pratiquent l'aviron. Depuis 2 semaines, ils aident les services de secours, alors que jusque-là, ils s'entraînaient pour participer aux Jeux Olympiques de Paris. Les Jeux, c'est le rêve de notre vie, mais aujourd'hui, on ne se voit pas quitter notre région, explique Evaldo Becker. Ils ont donc renoncé à participer aux épreuves qualificatives qui se déroulent bientôt en Suisse. Ils n'iront pas à Paris en sachant qu'ils abandonnent ce rêve pour toujours puisque leur catégorie d'aviron ne sera pas présente à Los Angeles dans 4 ans. À la place, ils parcourent les rues inondées de leur ville, distribuant eau et nourriture aux sinistrés. Ce qui nous motive aujourd'hui, c'est de pouvoir aider et secourir, affirment les 2 champions, alors que la décrue commence à peine à Porto Alegre et que plus de 100 personnes sont toujours portées disparues dans l'État. Et nous voici en Italie où les autorités proposent des montres connectées à des femmes victimes de violences et particulièrement en danger. Le projet baptisé Mobile Angel est mené par le parquet de Rome et les carabinieri de la capitale italienne. C'est un peu l'équivalent des téléphones grave danger qui existent en France. Ces montres seront donc reliées directement aux services de police, connectées au téléphone des femmes concernées qui pourront elles-mêmes l'activer. Mais d'après le procureur général de Rome, elles pourront aussi s'activer automatiquement ces montres en cas de violence. Le modèle est équipé d'un micro et d'un dispositif de géolocalisation pour permettre à la police d'intervenir au plus vite, même si la victime ne peut pas parler. Ces 6 derniers mois, rien qu'à Rome, les carabinieri ont eu à gérer près de 500 situations de violence intrafamiliale considérées comme très graves. Et puis nous sommes au Royaume-Uni qui devance l'Union européenne. Oui, en votant définitivement hier pour interdire l'exportation d'animaux d'élevage vivants. La Chambre des Lords a adopté cette loi sur le bien-être animal réclamée depuis des décennies par beaucoup d'ONG et d'associations. Elle interdit en fait de transporter des animaux en dehors des frontières de Grande-Bretagne alors qu'ils sont destinés à l'abattage, mettant fin à d'énormes souffrances. Les bêtes sont entassées dans des bateaux puis des camions, parfois sur des milliers de kilomètres pendant plusieurs semaines. Les bovins, les porcs, les chèvres, les moutons ou encore les chevaux sont concernés. Et en effet, pour ces défenseurs, cette loi est un avantage du Brexit. Les règles commerciales de l'Union européenne empêchent en fait les pays de prendre une telle interdiction et pour l'instant Bruxelles parle seulement d'améliorer les conditions de transport de ces animaux. En revanche, plusieurs parlementaires britanniques ont regretté le fait que la loi ne s'applique pas à l'Irlande du Nord en raison justement des accords post-Brexit. Merci beaucoup Kevin Dufresne, vous reviendrez demain. En attendant, vous partez avec les 2 sœurs d'IBI, River. C'était leur premier titre et ça date de 2014. Wash my soul. I will come to your river. Wash my soul. I will come to your river. Wash my soul again. Carry away my dead leaves. Let me baptize my soul with the help of your waters. Sink my pains and complaints. Let the river take them. River, drown them. My ego and my blame. Let me baptize my soul with the help of your waters. Those old means so ashamed. Let the river take them. River, drown them.
to your river. I will come to your river. I will come to your river. Come to your river. Wash my soul. I will come to your river. Wash my soul. I will come to your river. Wash my soul again. Carry away my old leaves. Let me baptize my soul with the help of your waters. Sink my pains and complaints. Let the river take them. River drown them. My ego and my blame. Let me baptize my soul with the help of your waters. Those old me's so ashamed. Let the river take them. River drown them. River d'IBI sur France Inter et dans Un jour dans le monde. Le monde à 18h50. C'est Franck Madvon. Fabienne Synthèse. Le 18-20. Franck, 8 jours après l'arrivée des premiers chars israéliens à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, le débat monte en Israël sur l'absence de stratégie d'après-guerre. Et ce soir, vous nous expliquez pourquoi l'absence de plan pour le jour d'après devient un problème majeur pour le gouvernement. Oui, depuis les attaques du 7 octobre, l'après-guerre à Gaza est un sujet secondaire pour Israël. Le gouvernement Netanyahou a officiellement 3 objectifs, vous le savez, détruire le Hamas, libérer les otages et empêcher Gaza de redevenir une menace pour la sécurité d'Israël. Mais il n'y a pas de réelle stratégie pour le jour d'après. Fin février, Benjamin Netanyahou a dévoilé un plan prévoyant le maintien d'une présence militaire, des conditions inacceptables pour les Palestiniens comme pour les États-Unis et les pays arabes. Israël s'en moque, refuse toute concession et se rapproche chaque jour d'une opération massive à Rafah. Des milliers de Palestiniens continuent à fuir la ville du sud de la bande de Gaza. De son côté, l'armée israélienne proteste et demande au gouvernement de donner un cap. Et des officiers sont sortis de leur silence. Oui, c'est assez inhabituel. Les voix critiques sont restées pour la plupart anonymes, mais la fuite a été coordonnée dans les médias israéliens en début de semaine. En fait, l'armée a voulu alerter l'opinion après avoir constaté que le Hamas était de retour dans le nord de la bande de Gaza. Il a fallu envoyer des troupes pour la 2e fois à Jabalia et pour la 3e fois à Zeytoun. Des généraux ont alors été cités par plusieurs médias. Tant qu'il n'y aura pas d'alternative au Hamas, nous continuerons à revenir aux mêmes endroits. Et les États-Unis disent à peu près la même chose. Pour le secrétaire d'État Anthony Blinken, sans stratégie pour l'après-guerre, le vide sera comblé par le chaos et donc par le Hamas. Mais Israël maintient son objectif, Franck, d'une victoire totale sur le Hamas. Et pour l'armée, c'est contradictoire. Détruire le Hamas est une mission quasi impossible. Des cellules du mouvement islamiste se réveillent dès que les soldats israéliens quittent une zone. Il faut donc imaginer une autre autorité crédible pour éviter l'anarchie, le chaos dont profite le Hamas. Et les militaires ne sont pas les seuls à faire ce constat. La classe politique est de plus en plus divisée sur le sujet. Un haut responsable du Conseil national de sécurité aurait démissionné ce week-end en raison de l'absence de stratégie israélienne. Il était justement chargé de réfléchir au jour d'après à Gaza. Mais alors, on en est où de cette réflexion sur l'après-guerre ? Alors elle avance, cette réflexion, sans Israël, mais elle avance. 2 plans principaux circulent. D'abord le plan américain. Les États-Unis veulent pousser des pays arabes à participer à une force de maintien de la paix. D'après le Financial Times aujourd'hui, l'Égypte, les Émirats et le Maroc acceptent d'en discuter, mais ils exigent des concessions pour les Palestiniens. D'autres États arabes, comme l'Arabie Saoudite, sont encore plus méfiants. Ils ne veulent pas déployer des troupes et passer pour des complices d'Israël. Deuxième option, le plan présenté par les pays arabes, une force internationale, sous mandat de l'ONU par exemple, mais cela suppose d'abord pour eux la reconnaissance de la Palestine. Pour les États-Unis, c'est non, ils savent qu'Israël ne fera pas une telle concession aujourd'hui. De toute façon, tandis que les diplomates arabes et occidentaux s'activent, Israël refuse toute discussion, une forme de déni qui, au même titre que le sujet des otages à Gaza, cristallise la colère et fragilise le gouvernement Netanyahou. Franck Madvon, merci beaucoup. Le mercredi, c'est le cinéma en VO avec Corinne Pellissier qui a de la chance, elle est à Cannes. France Inter. Un jour dans le monde. So, let me start.
Et ce rendez-vous du ciné en VO à Cannes nous emmène aussi à la rencontre de nouveaux visages du cinéma. Celui-ci vient de Taïwan. Bonsoir Corinne Pellissier. Bonsoir. Bonsoir Corinne. Là, en compétition donc pour la semaine de la critique, en lice pour la Caméra d'Or, qui récompense chaque année un premier film, celui sur lequel vous avez jeté votre dévolu à 33 ans. Il est réalisateur. Son premier film s'appelle Locuste et il s'appelle Kef. Voilà, un véritable touche-à-tout, globe-trotter, né à Singapour, passé par Hong Kong, New York, Taïwan, où il a grandi et vit maintenant depuis 6 ans, et puis par Paris, où il a terminé la semaine dernière le montage de son film, après avoir débuté il y a quelques années une carrière de DJ. C'est un peu par hasard qu'il est arrivé au cinéma, repéré avec un court-métrage en 2020 par la Ciné Fondation, toujours à la recherche de nouveaux talents partout dans le monde. Aujourd'hui, Kef débarque sur la croisette avec un tout premier film, baptisé Locuste, sur la jeunesse taïwanaise. On y suit le parcours d'un garçon muet, Zong Han, qui travaille le jour dans une petite cantine qui fait des nouilles, gérée depuis 30 ans par la même famille. Mais les temps changent et pour survivre dans une ville qui ne cesse d'évoluer, de se gentrifier, eh bien, il faut s'adapter, proposer, comme le voisin, de nouveaux produits branchés pour aller de l'avant ou alors il faut s'en aller. Mais pour ça, il faut de l'argent et souvent des contacts avec des politiciens un peu véreux ou même des gangs. Alors pour s'en sortir et dans l'espoir d'offrir un jour une vie meilleure à sa petite copine, Zong Han, la nuit, fricote avec des caïds du coin. C'est une histoire inspirée du quotidien de la jeunesse taïwanaise et de ses préoccupations. Ma génération est la première à vivre moins bien que la précédente. En faisant des recherches pour mon film, j'ai été très surpris de découvrir à Taïwan l'écart en pourcentage entre les plus pauvres et les riches. La plupart des jeunes de mon âge ont le sentiment d'avoir été trompés. On pensait avoir tout bien fait, suivi les règles. Et au final, où est notre vie? Qu'est-ce que je fais à travailler 60 heures par semaine? Vous ne mourrez jamais de faim à Taïwan, mais vous ne pourrez pas vous acheter de maison. Vous passerez juste votre temps à essayer de vous en sortir comme si vous étiez coincé là, que votre vie ne pourrait plus changer. Et ce sentiment-là est renforcé par tout un tas de choses. La gentrification, les valeurs occidentales. Parce que depuis les années 80, Taïwan s'est beaucoup ouvert au monde, au capitalisme, à la démocratie. Il faut essayer de trouver un équilibre. C'est un film, Corinne, qui ne se veut pas frontalement politique, mais forcément qui aborde la situation de Taïwan par rapport à la Chine, par rapport à Hong Kong aussi. Et ça passe pour commencer par les infos à la télévision. Le film démarre en 2019 avec la répression des manifestations à Hong Kong. Un scénario, selon Kef, qui pourrait tout à fait s'exporter un jour jusque dans son pays. Il voit dans la jeunesse hongkongaise et taïwanaise les mêmes aspirations démocratiques qui se traduisent à l'écran par de nombreux allers-retours entre les deux pays, y compris au niveau de la réalisation, de la forme du film. On est ici dans la tradition d'un cinéma très sombre et violent, forcément engagé et en prise directe avec la situation économique et politique de son pays. Je suis revenu à Taïwan juste au moment des manifestations à Hong Kong. Et pour moi, tout cela s'imbrique de manière assez logique. Hier le Tibet, aujourd'hui Hong Kong, demain Taïwan. Je ne pense pas que la plupart des jeunes de mon âge, moi le premier, aient envie de voir la Chine comme un ennemi. Nous partageons le même sang, plusieurs siècles d'histoire. On est très liés, c'est sûr, mais pour beaucoup, et surtout pour les jeunes nés à Taïwan, nous sommes avant tout des Taïwanais. Avec nos propres valeurs, notre identité, notre culture, même si beaucoup pensent que nous ne sommes pas un pays, nous avons notre système, notre passeport, notre monnaie, notre gouvernement. Nous ne sommes pas le dernier rempart entre l'Orient et l'Occident, nous sommes une île de 23 millions de personnes avec des rêves, des envies, comme n'importe qui d'autre. Allez, le film concourt pour la Caméra d'Or. C'est votre chouchou, Corinne, et on est que mercredi. Dites-moi, ça s'appelle Locuste. Pas encore de date de sortie en France, mais on suit de près le parcours de ce réalisateur qui s'appelle Kef. Donc, nouveau cinéaste, nous dites-vous. Et vous, on se donne rendez-vous à Cannes mercredi prochain. Le 18-20, la suite, c'est le journal de 19h avec Hélène Philly, juste après le téléphone sonne. Bonsoir Philippe Lefébure. Bonsoir à tous. Rédacteur en chef du 18-20. Philippe, ce soir, un film nous pousse à nous interroger sur notre regard sur le handicap dans la cité. Un petit truc en plus, réalisé par l'humoriste Artus. Il est sorti il y a 15 jours, il cartonne en salle. Alors qui est-ce qui fait le succès ? Visiblement il est drôle, il est émouvant et surtout les spectateurs s'attachent à cette troupe de comédiens qui ont un petit truc en plus. Trisomie, autisme, ce genre de film aide à réduire le sentiment d'étrangeté de l'autre, dit l'une de nos invitées ce soir, Véronique, par WhatsApp. Maman d'une jeune fille handicapée mentale, je reste sidérée par leur invisibilité. On veut les ignorer, cela fait sans doute
trop peur. Lucille, par mail, nous donne cette précision. Il faudrait réfléchir au choix des mots. Aujourd'hui, on ne dit plus handicapés mentaux. L'expression usuelle, à mon sens, est personne en situation de handicap, car nombre d'études ont montré que c'est bien la situation, voire la société, qui est handicapante. Eh ben, on y veillera. 01 45 24 7000 pour discuter avec nous. C'est le même chemin par WhatsApp.